Je m'appelle Camille Dubois. J'ai 31 ans. Il y a quelques mois, mon fiancé m'a annoncé qu'il avait besoin d'espace pour décompresser. Puis, j'ai ouvert Instagram pendant ma pause déjeuner et j'ai vu toute notre vie partir en fumée. C'était un jeudi comme les autres. J'étais assise dans ma vieille camionnette utilitaire cabossée, à l'extrémité du parking du centre logistique où je travaille. Je tenais en équilibre un kebab emballé dans du papier aluminium d'une main, et de l'autre, je faisais défiler mon fil d'actualité de manière machinale. En fond sonore, le bourdonnement des chariots élévateurs. La radio de quelqu'un crachait de la variété française par les portes de quai ouvertes. Même bruit, même parking, même vie. Mon pouce glissait paresseusement. Vidéo de chiens mignons, photos de vacances, citations motivantes, publicité. Une autre publicité. Puis je suis tombé sur une publication qui m'a fait un tel choc à l'estomac que j'ai cru que j'allais vomir. C'était une photo de groupe prise dans un restaurant branché du centre-ville. 8 personnes entassées sur une banquette, la table encombrée de cocktails et d'assiettes de tapas. Le genre de photo qu'on prend quand l'alcool commence à faire effet et que tout le monde se sent beau et invincible. La légende disait, retrouvailles de l'équipe, ces visages m'avaient manqué. Ambiance du jeudi, santé les amis. C'était posté par Léa, une de mes connaissances. Pas une inconnue. Ma vision s'est rétrécie, car là, en plein milieu de la banquette, se trouvait Mathis, mon fiancé. L'homme qui, 6 jours plus tôt, m'avait regardé droit dans les yeux pour me dire qu'il avait désespérément besoin d'être seul. Et à côté de lui, l'épaule pressée contre la sienne, riant à quelque chose hors du cadre comme si elle n'avait aucun souci au monde, se trouvait Chloé. Son ex-petite amie. La femme avec qui il était resté 3 ans avant moi, celle qu'il avait juré de ne plus jamais recontacter parce qu'elle lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Mon kebab aurait tout aussi bien pu être une brique dans ma main. Mathis avait le bras passé derrière le dossier de la banquette, pas exactement sur elle, mais tout près. Trop près. Chloé se penchait vers lui, la tête en arrière, en plein fou rire. Ils avaient l'air détendus, à l'aise, avec cette familiarité qu'on ne partage qu'avec quelqu'un avec qui on a déjà franchi les limites. Pendant une seconde, mon cerveau a essayé de réécrire ce que je voyais. C'est peut-être une vieille photo. C'est peut-être un souvenir. C'est peut-être un bug. Puis mes yeux sont montés vers l'heure de publication. Il y a 42 minutes. J'ai entendu les battements de mon propre cœur bourdonner dans mes oreilles. 6 jours. Ça faisait 6 jours que Mathis avait fait rouler sa valise jusqu'à la porte, m'avait embrassé sur la joue et m'avait dit qu'il avait besoin de 5 ou 6 jours seul pour décompresser du stress de son travail et de la pression du mariage. 6 jours qu'il avait promis de m'envoyer un message tous les jours pour que je ne m'inquiète pas. 6 jours où j'avais joué la fiancée compréhensive pendant qu'il était apparemment sorti boire des verres avec son ex. J'ai fixé la photo si longtemps que l'écran s'est assombri. Mes mains se sont engourdies. Ce stupide bracelet à son poignet, celui que je lui avais offert pour son anniversaire, était bien visible sur la photo, accrochant la lumière. Ça rendait le tout à la fois plus réel et plus ridicule. Je l'ai appelé. Évidemment. Mon doigt a plané une demi-seconde au-dessus de l'écran, me demandant si je devais y réfléchir. Puis j'ai appuyé sur le bouton vert avant que la partie raisonnable de mon cerveau ne me rattrape. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, puis messagerie directe. Salut, c'est Mathis. Laissez un. J'ai raccroché avant que sa voix enregistrée ne termine. La boule dans mon ventre s'est tordue. Il est peut-être sous la douche, me suis-je dit. Il ne capte peut-être pas là où il est. Il avait besoin d'espace, tu te souviens? Tu avais dit que tu respecterais ça. Ma propre voix rationnelle me paraissait faible et fausse. J'ai basculé sur le profil de Léa. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous avions déjeuné ensemble quelquefois quand elle et Mathis travaillaient encore dans le même bâtiment. Elle m'avait aidé à trier les photographes pour le mariage, m'envoyant un tableau Excel avec les pour et les contre comme un ange. Elle savait que nous étions fiancés. Elle avait vu la bague. Mes pouces planaient au-dessus du clavier. Ne paraît pas folle. Ne paraît pas jalouse. Pose juste la question. Salut Léa. Ce resto dans ta story a l'air sympa. C'était quand? Mon cœur battait à tout rompre en voyant la petite bulle de frappe apparaître presque immédiatement. Léa, oh, salut Camille. C'était ce soir. Tu n'es pas là.
Une vague de froid m'a traversé. Moi, non, je n'y suis pas. Mathis ne m'en a pas parlé. J'ai fixé l'écran. 3 petits points. Stop. 3 petits points à nouveau. Léa, oh, je croyais que tu le savais. Il squatte chez Chloé depuis lundi. Je pensais que tu étais d'accord. Depuis lundi. J'ai carrément prononcé les mots à voix haute dans mon camion. Depuis lundi. Lundi, c'était le 3e jour de sa retraite en solitaire. Lundi, c'était le soir où ses messages étaient passés de longs paragraphes à des réponses de 3 mots. Lundi, c'est le jour où il m'a dit que son téléphone déconnait et qu'il ne serait peut-être pas très réactif. Un goût métallique a envahi ma bouche. Je n'ai pas répondu à Léa. Je ne pouvais pas. J'avais l'impression que mes doigts appartenaient à quelqu'un d'autre. Je suis restée assise là, le téléphone posé sur ma cuisse, le kebab qui refroidissait dans son emballage, pendant que mon cerveau me repassait le film de la semaine comme la bande-annonce des enfers. Jour 1, un selfie depuis un petit chalet près d'Annecy. Je me sens déjà plus calme, m'avait-il écrit. Je t'aime. Merci de comprendre. Jour 2, une photo d'un coucher de soleil sur un lac. J'ai fait une longue marche, ça m'a vidé la tête. Ça m'aide beaucoup. Jour 3, un texto tard le soir. Mon tel bug. MDR. Si je ne donne pas de nouvelles, c'est juste la batterie. T'inquiète pas. Jour 4, silence radio jusqu'à presque minuit. Désolé, plus de batterie. Super épuisé. On se parle demain. Je t'aime. Jour 5, rien. Jour 6, une publication Instagram où je n'étais pas tagué, avec Mathis collé à son ex-copine. Cette chronologie ressemblait à un mode d'emploi sur la façon de tricher et de mentir en même temps. Ma colère n'a pas explosé comme je m'y attendais. Ce n'était pas une rage brûlante qui donne envie de tout casser. Elle est arrivée plus froide, comme si quelqu'un avait brisé un bâton fluorescent dans ma poitrine, et que la lumière s'en échappait lentement, de façon toxique. J'ai ouvert notre forfait téléphonique commun sur mon ordinateur portable de travail, les mains tremblantes. Si son téléphone n'avait plus de batterie, s'il buguait ou s'il ne captait pas, je le verrais, n'est-ce pas? Faux. Son téléphone était très en forme, constamment connecté. Instagram, Facebook, Snapchat, e-messages, tous les voyants au vert, très actifs, mais pas avec moi. À 2 heures du matin la veille, alors que j'étais réveillé à fixer le plafond en me demandant s'il allait bien, notre compte montrait qu'il avait passé presque 1 heure d'affilée sur les réseaux sociaux. Il n'écrivait pas à sa fiancée. À qui écrivait-il? La réponse était assise sur cette banquette de restaurant, riant dans un haut décolleté avec un trait d'eyeliner parfait, Chloé, l'ex à qui il ne voulait plus jamais parler. J'ai senti quelque chose au fond de moi devenir extrêmement calme. Au moment où mon téléphone a finalement vibré avec un texto de Mathis, le ciel derrière mon pare-brise était passé de la luminosité de l'après-midi à un gris terne. Ce qui signifiait que ma pause déjeuner était finie. Tout comme ma patience. Mathis, on peut s'appeler demain? Je suis épuisé et je vais me coucher. Épuisé, vraiment? J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pendant une seconde, j'ai vraiment tapé ce que je ressentais, tu es épuisé. Je viens de te voir dans un bar avec ton ex sur Instagram. Puis j'ai tout effacé. À la place, je suis resté dans l'habitacle de ma camionnette et j'ai pris une longue et lente inspiration. Le genre de respiration qu'on vous apprend dans les cours de yoga auxquels je ne vais jamais. Si j'explosais maintenant, je n'obtiendrais qu'une dispute de sourds et des fiançailles brisées pour lesquelles je n'étais pas préparé. Si je restais silencieuse, j'avais des options. J'ai dégluti difficilement, sentant les battements de mon cœur dans ma gorge, et j'ai écrit autre chose. Moi, pas de souci. Prends tout le temps qu'il te faut. Dis-moi quand tu seras prêt à parler. Il a répondu en moins de 90 secondes. Mathis, merci de comprendre. Je t'aime tellement. Cette pause m'aide vraiment. Je te promets que tout s'arrangera. J'ai laissé ce message s'afficher en vue, bleu et suffisant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. À l'extérieur, j'étais toujours la fiancée solidaire qui laissait de l'espace à son homme débordé. À l'intérieur, une nouvelle idée s'était mise en place, froide et précise. S'il me ment sur l'endroit où il était avec qui il est, je dois me protéger, moi, mon argent, mon avenir.
Il pensait que c'était une pause. Il n'avait aucune idée que ça venait de devenir un plan d'évasion. Sur le papier, ma vie avant tout cela semblait banale, dans la moyenne. Je travaille comme chef d'équipe dans un centre logistique. Ce n'est pas glamour. Ce sont des réveils à l'aube, des chaussures de sécurité coquées, des radios qui grésillent et des tableurs Excel qui ne correspondent jamais tout à fait à la réalité. Je conduis une vieille camionnette usée avec un tableau de bord fissuré et un bruit mystérieux que je dois faire réparer depuis 3 ans. Rien dans ma vie ne crie au personnage principal, jusqu'à ce qu'on regarde où est allé chaque euro de mes économies. J'avais rencontré Mathis 5 ans plus tôt lors d'un barbecue chez des amis communs. Il était arrivé en retard, s'excusant avec un paquet de chips et un pack de bière, le nez rougi par le soleil et un rire qui semblait trop bruyant pour ce tout petit jardin. Il était mignon de cette façon brute et non calculée, avec des cheveux bruns qui lui tombaient toujours dans les yeux, un sourire en coin et une tendance à parler avec les mains. Il travaillait comme chef de projet dans une agence de marketing à l'époque. Je me souviens m'être dit qu'il avait l'air de quelqu'un qui a l'habitude de plaire. Ça n'a pas été le coup de foudre immédiat avec violon et feu d'artifice. C'était plus lent que ça. Des soirées jeux de société, des marathons de films, de longs trajets en voiture où l'on partageait l'essence et des fast-food en parlant de tout ce qu'on ferait quand on aurait réussi. C'était du solide. Nous avons emménagé ensemble au bout de 2 ans, dans un petit appartement exigu qui sentait la vieille moquette et la cuisine des autres. Le loyer était abordable. La pression de l'eau était catastrophique. Il y avait des cafards dans le couloir, mais pas dans notre appartement. On considérait ça comme une victoire. 3 ans plus tard, il m'a demandé en mariage. Ce n'était pas une grande déclaration spectaculaire. Pas de flash mob ou d'hélicoptère. Juste nous, un mardi soir banal. Des sushis à emporter sur la table basse, un vieux film en fond. Il a pris un air nerveux, a disparu dans la chambre, puis est revenu avec un petit écrin en velours qui ne correspondait à aucun des bijoux que je possédais déjà. Camille, a-t-il dit, la voix tremblante juste ce qu'il fallait pour que mon cœur fasse de même. Tu sais que je ne suis pas doué pour les discours. Mais je veux construire les trucs ennuyeux avec toi. Les factures, les listes de courses, les prêts immobiliers, tout ça. Veux-tu m'épouser? J'ai ri et pleuré en même temps, parce que, bien sûr, j'ai dit oui. Bien sûr, je l'ai cru. Pour comprendre pourquoi cette photo sur Instagram m'a fait l'effet d'une balle de pistolet, il faut comprendre tout ce que j'avais investi dans la vie que nous construisions. 4 semaines avant que Mathis ne demande sa fameuse pause, nous avions franchi le grand cap des adultes. Nous avions signé un compromis de vente pour une maison. Rien de luxueux. Pas de haut plafond ni d'escalier en colimaçon. Juste une maison de plein pied avec 3 chambres dans un quartier correct, à environ 20 minutes de mon travail. 2 arbres dans le jardin de devant. Un jardin à l'arrière juste assez grand pour un barbecue et un futur chien. Un crépi beige qui faisait de son mieux. Les photos de l'annonce respiraient le potentiel. Le prix correspondait à chaque sacrifice que j'avais fait dans la vingtaine. J'économisais pour cette maison depuis mes 23 ans. Des semaines de 50 heures à l'entrepôt. Pas de vacances, pas de voyages impulsifs à Ibiza ou de week-ends prolongés. Je conduisais toujours ce vieux pick-up pendant que tout le monde autour de moi changeait de voiture. Je regardais mes amis poster des photos d'endroits que je ne pouvais pas me justifier financièrement. Je me disais que ça en vaudrait la peine quand j'aurais quelque chose de solide à mon nom. Pendant qu'ils achetaient des souvenirs, j'achetais des mètres carrés dans ma tête. Au moment de faire le virement, j'ai transféré 52 000 € sur le compte séquestre du notaire. Chaque chiffre avait un poids. Des primes de fin d'année qui filaient direct sur le compte épargne. Des heures supplémentaires que je faisais quand mon corps hurlait de fatigue. Il y a un hiver où j'ai travaillé avec une blessure à l'épaule si grave que mon médecin voulait m'arrêter pendant 6 semaines. Je l'ai bandé, j'ai mis de la glace, j'ai pris des antidouleurs en vente libre, et j'ai pointé à l'usine quand même, parce que le calendrier que j'avais en tête n'attendait pas. Mathis avait contribué à hauteur de 9 500 €. Je ne lui en voulais pas pour la différence. Vraiment pas. Il gagnait moins que moi, et son parcours professionnel avait été plus chaotique. Quand il a grimacé en voyant les chiffres, je lui ai dit la même chose que je me répétais, on construit ça ensemble. Peu importe qui met quoi. C'est à nous. Je le croyais. J'avais besoin d'y croire. Le mariage était prévu pour début juillet. Le domaine était réservé,
le traiteur choisi, le photographe payé, le DJ engagé, les invitations imprimées et en attente dans une boîte dans le placard de l'entrée. Ses parents avaient donné environ 8 000 € au total pour la salle et le repas. Mes parents avaient gratté les fonds de tiroir pour réunir 3 000 € et s'étaient excusés de ne pas pouvoir faire plus. J'ai couvert environ 14 000 € supplémentaires avec mes économies et mon salaire. Brique par brique, mon compte en banque se vidait. Brique par brique, notre avenir devenait plus réel. Quand j'étais épuisé, courbattu, et que je me demandais à quoi ressemblerait ma vie dans 10 ans, je nous imaginais dans cette petite maison, en train de nous disputer sur la couleur de la peinture ou sur l'endroit où mettre le canapé, et je me disais, ouais, c'est pour ça qu'on fait tout ça. J'avais l'impression que tout s'alignait enfin. Je venais de passer responsable d'équipe, avec une augmentation. Mathis était devenu chef de projet senior dans sa boîte. On parlait de prendre un chien après la lune de miel. Peut-être des enfants d'ici 1 an ou 2 si la situation se stabilisait. Ce genre de normalité vers laquelle tout le monde vous dit de tendre. Et puis, environ 1 mois avant la fameuse photo Instagram, Mathis est rentré à la maison et n'avait plus l'air d'être lui-même. D'habitude, il passe la porte avec un reste d'énergie, en fredonnant une chanson, m'embrasse sur la joue, ouvre le frigo et me raconte un drame de bureau absurde avant même d'avoir enlevé ses chaussures. Ce soir-là, il a laissé tomber sa sacoche d'ordinateur près de la porte et est resté planté là, silencieux, comme si on l'avait débranché. J'étais dans la cuisine, en train de faire réchauffer des restes de pizza, parce qu'il n'y avait aucun univers dans lequel j'allais cuisiner après mon service. Le micro-ondes bourdonnait. L'horloge bon marché au mur faisait un tic-tac trop bruyant. J'avais mal aux pieds. Tout semblait légèrement décalé. Il faut qu'on parle, a-t-il fini par dire. Ce sont les mots que vous ne voulez jamais entendre de la part de quelqu'un que vous êtes sur le point d'épouser. Mon estomac s'est noué. J'ai éteint le micro-ondes avant qu'il ne sonne. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Il s'est frotté le visage, ses doigts tirant ses traits vers le bas comme si la gravité avait soudainement doublé. De près, j'ai remarqué les petits détails que j'avais ignorés, les cernes sombres sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses épaules ne semblaient plus jamais se relâcher. Le travail me tue, a-t-il dit doucement. On a 3 gros clients, qui exigent tous des modifications pour hier. Mon patron me met une pression folle. Je travaille le soir, le week-end. Et puis il y a le mariage. Il a expiré brusquement. C'est comme une pression constante. Ta mère et ma mère qui se prennent la tête pour des centres de table et la couleur des serviettes. Le domaine qui appelle pour le planning. J'ai l'impression que je n'arrive plus à respirer, Camille. Je me suis adossé au comptoir, croisant les bras, essayant de ne pas laisser déborder ma propre frustration. Car oui, son travail avait été brutal. Il ramenait des dossiers à la maison, répondait aux mails à 23 h, s'endormait devant son ordinateur portable. Et le mariage. Ça avait cessé d'être amusant pour devenir un deuxième emploi à temps plein. Ma mère faisait une fixation sur les nuances de ruban. Sa mère, Sylvie, changeait d'avis sur la disposition des tables tous les 3 jours. Le groupe de discussion WhatsApp sonnait sans arrêt. Chaque décision s'accompagnait de l'avis de 5 personnes différentes. Je suis épuisé, a-t-il dit, d'une fatigue qui me ronge les os. Et j'ai l'impression d'échouer partout, au travail, pour ce mariage, et avec toi. Ma poitrine s'est serrée. Tu n'échoues pas, ai-je répondu machinalement. Tu tires trop sur la corde. Nous deux, d'ailleurs. Il a hoché la tête, mais c'était le genre de hochement de tête qu'on fait quand on ne croit pas aux mots qu'on entend. Je crois que j'ai besoin d'une pause, a-t-il dit lentement. Pas de toi. Juste de tout le reste. Quelques jours. 5, peut-être 6. Un endroit calme, seul. Pas de mais, pas de groupe WhatsApp pour le mariage. Juste le silence. Du temps pour réinitialiser mon cerveau avant de complètement faire un burn-out. Un silence s'est installé entre nous. La réaction instinctive est montée en moi comme un réflexe, une pause. Ce mot avait un goût d'abandon, comme une répétition générale avant la rupture. Mais il a vu la panique traverser mon visage et s'est empressé de préciser, pas ce genre de pause, a-t-il dit rapidement. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est même pas un break dans notre couple. J'ai juste besoin de fuir le bruit. Je vais louer un petit truc près d'un lac ou quoi. Je t'enverrai un message tous les jours. Tout va bien entre nous, Camille.
Je te jure que c'est juste moi qui essaie de ne pas exploser en vol. Il m'a regardé avec des yeux trop fatigués pour simuler. Et le fait est qu'il avait vraiment l'air au bord de l'épuisement. Je l'avais vu se tuer à la tâche pendant des mois. J'avais vu comment il fixait sa boîte mail comme si c'était une grenade dégoupillée. Comment il sursautait à chaque fois que son téléphone vibrait. Si je disais non, je serais la fiancée égoïste et étouffante incapable de donner de l'espace à son partenaire alors qu'il était clairement en train de se noyer. Je ne veux pas que tu exploses, ai-je dit doucement. Si tu penses que ça va vraiment t'aider, alors vas-y. Mais promets-moi de donner des nouvelles. Je ne veux pas rester ici à me demander si tu es en vie. Un soulagement a balayé son visage, si rapide que ça m'a presque piqué. Je te le promets, a-t-il dit. Je t'écrirai tous les jours. Je t'aime. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste moi qui essaie de ne pas perdre la tête avant le mariage. Il a traversé la pièce, m'a prise dans ses bras, a enfoui son visage dans mon cou. Je l'ai serré en retour, le cœur lourd, mon esprit calculant déjà la logistique et des émotions que je n'arrivais pas à nommer. Tu es sûr, a-t-il chuchoté. Tu es d'accord avec ça? Non, ai-je dit honnêtement. Mais j'ai confiance en toi, alors je ferai avec. Il a reculé et m'a embrassé sur le front. Sur le moment, j'ai eu l'impression que nous étions une équipe s'attaquant à un problème. Avec le recul, j'ai réalisé que c'était la répétition de son départ. Il est parti le lendemain matin avec une valise à roulettes et sa sacoche d'ordinateur. Il m'a embrassé pour me dire au revoir sur le pas de la porte. Il a promis à nouveau qu'il m'enverrait des messages. Il a promis que ça l'aiderait à revenir en meilleure forme. Et pendant les premiers jours, il a tenu ses promesses. Texto le premier jour pour parler de sa petite location près du lac, de l'air frais et du fait qu'il pouvait enfin s'entendre penser. Photo du coucher de soleil le deuxième jour, longue promenade, il se sentait déjà plus léger. Le troisième jour, ses messages ont diminué. Le quatrième, ils étaient presque inexistants. Au cinquième jour, ils ont totalement disparu. Je m'étais dit de ne pas être dramatique, de ne pas imaginer le pire. Les gens se déconnectent parfois. Les téléphones se déchargent. Le réseau coupe. Mais quelque part, sous toutes mes justifications, une boule s'était formée dans ma poitrine et ne voulait plus me lâcher. 6 jours plus tard, assise dans mon pick-up avec un kebab froid et cette photo Instagram sous les yeux, j'ai compris que mon intuition m'avait dit la vérité depuis le début. Il n'avait pas besoin de prendre ses distances avec tout. Il avait besoin de prendre ses distances avec moi. Et pendant que je le défendais contre ma propre anxiété, il était collé à son ex-copine sur la banquette d'un restaurant, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Il pensait que c'était juste une pause. Il n'avait aucune idée que j'allais tout faire exploser. Quand l'aube a percé à travers mes stores le lendemain matin, la panique s'était dissipée. Quelque chose de plus froid s'était installé à la place. Une lucidité dont je ne me croyais pas capable. Si Mathis comptait me traiter comme un meuble de rechange pendant qu'il renouait avec son ex, alors je devais protéger mon avenir, mon argent, ma maison et ma santé mentale. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la légitime défense. Je me suis préparé un petit déjeuner, des œufs et des tartines, rien d'extraordinaire, et je me suis assise à ma petite table avec mon ordinateur portable ouvert. J'ai tapé le message qui, je le savais, le mettrait en confiance. Moi, prends tout le temps dont tu as besoin, d'accord? Je t'aime. Dis-moi juste quand tu seras prêt à parler. Il a répondu en moins de 2 minutes. Mathis, merci. Vraiment, je t'aime aussi. Cette pause m'aide plus que je ne l'aurais cru. Elle t'aide? C'est ça. Je l'ai laissé en lu. Puis, je me suis mise au travail. Étape 1, la maison. Mon premier appel a été pour Julien, mon ami de lycée qui avait obtenu sa licence d'agent immobilier il y a 5 ans. Ce même Julien qui nous avait fait visiter des maisons, avait négocié les offres et lu les contrats ligne par ligne. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Salut Camille, quoi de neuf? Je n'ai même pas pris la peine de faire semblant d'être détendu. J'ai besoin d'annuler l'achat de la maison, ai-je dit immédiatement. Il y a eu un court silence avant qu'il ne réponde, d'une voix basse et posée, comme s'il avait attendu cet appel toute sa vie. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. La pause, la photo sur Instagram, l'ex, les mensonges, toute cette chronologie humiliante.
Il ne m'a pas interrompu, n'a pas poussé de cri de surprise, n'a posé aucune question stupide. Quand j'ai eu fini, il a expiré une seule phrase, alors sors de là tout de suite. Je peux, ai-je demandé, le pouls qui s'emballait. On a déjà versé l'apport. Tu es encore dans le délai de rétractation, a-t-il dit. Tu as en général 10 à 17 jours pour te retirer sans aucune pénalité. Tu seras remboursé intégralement. J'ai senti l'air quitter mes poumons. On est au combientième jour, ai-je demandé. Attends. J'ai entendu son clavier cliqueter. 14 sur 17. Encore 3 jours et tes 52 000 € auraient peut-être été bloqués pour de bon. Il n'a pas eu besoin de me dire de me dépêcher. J'étais déjà en train d'ouvrir notre contrat. Julien m'a guidé à chaque étape. Informer l'agent du vendeur par écrit. Demander le déblocage des fonds. Documenter chaque communication. Envoyer un formulaire de rétractation signé. Quand nous avons raccroché, le processus était lancé. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un email de confirmation de l'agence. Il n'était pas ravi, mais légalement, il ne pouvait rien faire. Pour la première fois depuis la photo sur Instagram, je pouvais respirer. Étape 2, l'argent. Ensuite, le compte épargne commun. Celui que nous avions ouvert il y a 3 ans spécifiquement pour la maison, celui où mes 52 000 € côtoyaient ces 9 500 €. Accessible par nous deux. Retrait libre pour les deux. J'avais l'estomac noué en appelant la directrice de la banque. Bonjour, c'est Camille Dubois. J'ai besoin d'une assistance urgente pour transférer ma contribution hors d'un compte joint. En êtes-vous sûr, a demandé la directrice avec douceur. Nous pouvons aussi geler l'accès des deux côtés pendant que vous y réfléchissez. Non, ai-je coupé. J'ai besoin que l'argent soit séparé immédiatement. Elle a hésité. C'est une somme importante. Y a-t-il un problème entre vous et votre fiancé? Il me trompe, ai-je dit sans détour. J'ai besoin que mes finances soient protégées avant qu'il ne touche au moindre centime. Un silence a suivi. Puis elle a dit, c'est compris. Je vais traiter cela comme un cas d'urgence. Ce devrait être fait d'ici 2 heures. À 16 heures, j'ai reçu l'email de confirmation. Transfert terminé. Nouveau compte. Solde, 52 000 €. Sur le compte commun, il ne restait plus que 9 500 €. Son argent, pas le mien. Étape 3, les serrures. Si l'argent, c'est la sécurité, alors les serrures, c'est la santé mentale. Le bail de l'appartement était à mon nom. Mathis avait emménagé il y a 3 ans, mais nous ne l'avions jamais ajouté officiellement sur le contrat. Sur le papier, c'était juste un invité de longue durée. J'ai appelé mon propriétaire, Bernard. Un homme d'âge mûr, direct, récemment divorcé, qui avait toujours été réglo. Bonjour Bernard, j'ai besoin de nouvelles serrures, lui ai-je dit. Je mets fin à ma relation avec Mathis. Il a sifflé entre ses dents. La vache. Ça va? Pas vraiment, ai-je répondu, mais je gère. Tu as besoin d'un coup de main, a-t-il demandé. J'ai des verrous de rechange dans mon garage. Je peux passer après 18 heures. Fidèle à sa parole, Bernard a débarqué avec sa boîte à outils et une serrure toute neuve dans son emballage. Nous avons travaillé en silence. 40 minutes de perçage, de vis et de cliquetis métalliques. Quand il a eu fini, il m'a tendu la nouvelle clé. Tu as pris la bonne décision, a-t-il dit de sa voix bourrue. Ne te remets pas en question. Je ne l'ai pas fait. Étape 4, les cartons. 5 jours ont passé. Aucun appel de Mathis. Aucun texto, aucune nouvelle, juste le silence. J'allais travailler, je rentrais, je préparais à dîner, je regardais la télé, j'allais me coucher. Sans lui, l'appartement semblait plus léger, comme si quelqu'un avait éteint un bruit de fond dont je n'avais pas conscience. Au 6e jour, mon téléphone a vibré. Mathis, salut bébé, je suis prêt à rentrer. On peut se parler ce soir? Moi, 18h30. Parfait. Ça me laissait toute l'après-midi. J'ai sorti 8 cartons de déménagement du placard de l'entrée, je les ai étalés sur le sol du salon, et j'ai commencé à emballer tout ce qui était à lui. Ses vêtements, son parfum, ses livres, ses figurines de donjons et dragons,
sa tondeuse à barbe, son stupide mug avec écrit le café d'abord, ses chargeurs, ses chaussettes toutes dépareillées bien sur chaque trace de lui. À 18h, 8 cartons soigneusement fermés étaient posés juste à côté de la porte d'entrée. Un message silencieux. À 18h47, cet homme n'a jamais été à l'heure où on a frappé à la porte. Pas une clé qui tourne dans la serrure, quelqu'un qui frappe. J'ai ouvert. Mathis se tenait là, tenant son ancienne clé, la fixant comme si elle l'avait trahi. Ses yeux ont glissé vers les cartons. De la confusion, puis le choc, puis la fureur. C'est quoi? C'est quoi tout ça? A-t-il exigé. Je me suis écarté. Entre. Non. C'est quoi ces cartons? Tes affaires, ai-je répondu, aussi calme qu'un chirurgien. Il a cligné des yeux, la mâchoire serrée. Pourquoi tu emballes mes affaires, Camille? C'est quoi ce délire? J'ai légèrement penché la tête. Tu veux la version courte ou la version longue? Camille, a-t-il aboyé. Arrête de jouer. Pourquoi tu? Parce que les jeux coupés. Je me suis rétracté pour l'achat de la maison. J'ai demandé le remboursement de mon apport. J'ai retiré mon argent du compte commun. J'ai changé les serrures. Et j'en ai fini avec toi. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Tu as fait quoi? Je l'ai répété lentement. Il a entendu chaque mot. Tu n'es pas sérieuse, a-t-il bafouillé. Tu es. C'est de la folie. Je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé entre Chloé et moi. Tu as dit que tu avais besoin d'espace, ai-je répliqué. Tu as oublié de mentionner que cet espace incluait l'appartement de ton ex. C'était pas comme ça. Tu deviens parano. Non, Mathis. Je suis observatrice. Tu as disparu pendant presque une semaine en arrêtant de répondre à mes appels. Tu t'attendais à quoi? Que je te prépare des cookies. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, cherchant quelque chose d'intelligent à dire. Il n'a pas trouvé. Tu fais une énorme erreur, a-t-il fini par lâcher. Une énorme. Les cartons sont prêts, ai-je dit d'un ton égal. Tu peux les prendre maintenant ou passer les chercher demain. Quoi qu'il en soit, tu ne restes pas ici. Il a poussé un rire sec et incrédule. Tu ne peux pas me virer, s'est-il moqué. J'habite ici aussi. Le bail est à mon nom, ai-je dit calmement. Légalement, tu es un invité qui a abusé de l'hospitalité. Le rire s'est éteint instantanément. Tu sais quoi, a-t-il craché. T'es vraiment une ordure. Alors prends tes cartons, ai-je répondu, et pars. Il a attrapé 2 cartons, les bras tremblants sous leur poids. Il a essayé de sortir avec dignité. Il a lamentablement échoué. Il a trébuché sur la 2e marche de l'escalier et a failli s'étaler de tout son long. Je n'ai pas ri à voix haute. Il s'est rattrapé, le visage rouge, les yeux foudroyants. Va te faire foutre, a-t-il hurlé. Puis il est parti, tapant des pieds dans le couloir avec la grâce d'un enfant en pleine crise de colère. J'ai fermé la porte, tourné le verrou, et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des semaines, cet appartement me semblait être le mien. Pendant 3 jours après le départ théâtral de Mathis avec ses 2 premiers cartons, mon téléphone est resté silencieux. Il n'a pas écrit, n'a pas appelé, n'a pas essayé de revenir. Le calme qui s'est installé une fois qu'il a été parti en était presque troublant. Pas de groupe WhatsApp de mariage, pas de dispute tardive sur les prestataires, pas d'attente anxieuse d'un texto pendant sa prétendue retraite. Juste le silence. Je me réveillais, j'allais au travail, je rentrais, je dînais, je regardais la télé, je me couchais. Pas une seule fois je n'ai eu à me demander où était mon fiancé. Pas une seule fois je ne me suis demandé avec qui il était. Et puis, le 4e jour, mon téléphone a sonné. Lucas, le petit frère de Mathis. Celui qui m'avait aidé à choisir la bague pour son frère. Celui qui m'invitait toujours au dîner de famille, même quand Mathis n'avait pas envie d'y aller. Celui qui m'avait dit un jour, pendant qu'on rangeait après Noël, t'es la meilleure chose qui soit jamais arrivée à mon frère. J'ai répondu immédiatement. Lucas, tout va bien? Sa voix était tendue, nerveuse. Camille, il faut que je te dise quelque chose. Et Mathis va me tuer pour ça. Mais tu mérites la vérité. Mon estomac est descendu si bas que j'ai dû m'asseoir.
Dis-moi. Il a pris une longue inspiration. Et là, tout s'est effondré. Les aveux de Lucas. Tu avais raison, a-t-il dit doucement. Il n'a pas juste dormi chez Chloé. Ils ont couché ensemble. L'air a déserté mes poumons. Combien de fois, ai-je demandé d'une voix atone? Plusieurs fois, a-t-il dit. Ça a commencé la deuxième nuit où il était là-bas. Mes doigts se sont recroquevillés dans la paume de ma main jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans ma peau. Lucas a continué, la voix brisée par la culpabilité. Il m'a dit que c'était une erreur au début. Puis il m'a dit que ça s'est simplement reproduit, encore, et qu'il n'a rien fait pour l'arrêter. J'ai pressé ma main contre mon front. Évidemment qu'il n'a rien arrêté. Pourquoi tu me dis ça, ai-je chuchoté. Parce qu'il ne le fera pas, a répondu Lucas. Et parce que tu n'es pas folle, Camille. Tu n'as rien imaginé. Il t'a menti pendant tout ce temps. J'ai fermé les yeux très fort. Et avant sa pause, ai-je demandé. Est-ce qu'ils se parlaient? Lucas a hésité. C'était ma réponse. Dis-moi, ai-je insisté. Il a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des jours. J'ai vu des messages sur son ordinateur quand il est passé la semaine dernière. Il m'avait demandé de lui apporter des affaires, il a laissé son ordi ouvert. Je ne fouillais pas, je te le jure, mais une notification est apparue. J'ai vu son nom. Il a dégluti difficilement. Et j'ai vu la conversation. Quelle conversation? Leur message. Tous. Une angoisse froide et écrasante s'est répandue dans ma poitrine. Lucas, ai-je dit lentement. Depuis combien de temps? 5 semaines, a-t-il chuchoté. Peut-être 6. Ça a commencé après qu'il l'ait croisé dans un café. Il s'écrivait constamment. 5 semaines. 5 semaines avant sa pause. 5 semaines avant de me dire qu'il se noyait sous le stress. 5 semaines avant de me demander du temps pour faire le vide. 5 semaines à me mentir droit dans les yeux. Lucas a continué parce qu'il n'avait pas fini. C'était de longues discussions. Des trucs émotionnels. Des messages tard la nuit. Chloé qui lui disait qu'il méritait mieux. Mathis qui disait se sentir incompris. Ensuite, c'est devenu plus ambigu, pour ne pas dire dragueur. Puis c'est devenu plus que ça. J'ai fermé les yeux. Des messages osés, ai-je forcé les mots à sortir. Ouais. Le mot a brûlé. Il avait tout effacé de son téléphone, a ajouté Lucas. Mais il a oublié que son ordinateur synchronisait automatiquement les messages. Évidemment. Mathis était malin, mais juste assez pour tromper. Pas assez pour bien le cacher. Donc le burn-out était une excuse, ai-je murmuré. Oui, a dit Lucas. Ils avaient prévu de se voir 3 fois avant qu'ils ne partent en pause. Il a menti en disant qu'il travaillait tard. Il était juste avec elle. Chaque phrase résonnait comme un coup de poing. Quoi d'autre, ai-je demandé. Lucas a de nouveau hésité. Il y a pire, a-t-il admis. Je me suis préparé. Il lui a dit qu'il n'était plus sûr pour le mariage. Qu'il se sentait pris au piège. Il lui a dit qu'il regrettait de l'avoir quitté. Ma vision s'est troublée sur les bords. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il essayait de réécrire l'histoire pour qu'elle se sente spéciale. Une technique de lâche, classique. La voix de Lucas s'est brisée. Je suis désolé, Camille. Je ne voulais pas être mêlé à ça, mais je ne pouvais pas le regarder te mentir en pleine face. J'ai dégluti difficilement. Merci, ai-je chuchoté. Vraiment. On a raccroché. Je suis resté assise là, seule dans mon salon, fixant le mur, laissant chaque vérité sordide s'infiltrer une par une jusqu'à ce que ma poitrine sonne creux. Je n'imaginais rien. Je n'étais pas incertaine. Je n'exagérais pas. Il me trompait émotionnellement, physiquement, de façon stratégique et délibérée. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais à la place, une clarté glaciale m'a envahi. Propre et tranchante comme une lame. Je n'avais pas le cœur brisé. J'avais fini. La rencontre au parc. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Mathis. Salut bébé. Je suis désolé pour mon comportement l'autre jour.
On peut se voir et discuter? Je te dois une explication. J'ai fixé l'écran. Il n'avait aucune idée que je savais tout maintenant. D'accord, ai-je tapé. Calme, neutre. Choisis l'endroit. Il a choisi un parc public près de notre ancien appartement. Un lieu public, en plein jour, des caméras, des témoins. J'ai accepté. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis sur un banc sous un grand chêne. Il avait l'air fatigué, vêtements froissés, mal rasés, les cheveux en bataille pour y avoir trop passé les mains. Camille, a-t-il dit en se levant quand je me suis approché. Il a fait un geste comme pour m'embrasser, puis s'est arrêté en voyant l'expression de mon visage. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. En effet, ai-je approuvé. Il a soupiré, se frottant la nuque comme s'il était la victime de sa propre erreur. Écoute, je sais que je t'ai fait du mal, mais il faut que tu comprennes. J'étais stressé. Revoir Chloé a fait remonter de vieux souvenirs, mais ce n'était pas de vrais sentiments. Je te jure que j'étais submergé. Camille, le boulot, le mariage, tout. J'ai fait une erreur. D'accord. Mais c'est nous que je veux. Je veux notre avenir. Tu as couché avec elle, ai-je demandé platement. Son corps entier s'est raidi. Quoi? Non. Mon Dieu, non. Il ne s'est rien passé physiquement. Essaie encore, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. Je me suis approché. Lucas m'a tout dit. Son visage a changé instantanément. Le choc, puis la peur, puis la colère. Qu'est-ce qu'il a dit, a exigé Mathis. Que tu as couché avec elle plusieurs fois, ai-je répondu. Que tu lui écrivais depuis plus d'un mois. Que tu avais planifié ça. Que tu mentais sur tes heures supplémentaires. Que tu as dit que tu te sentais pris au piège avec moi. Que tu regrettais d'avoir rompu avec elle. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Et là, le masque est tombé. Lucas n'avait aucun droit de te raconter ça, a-t-il craqué. C'était entre lui et moi. Non, ai-je dit doucement. C'était entre toi et moi. Tu m'as juste exclu de la conversation. Sa mâchoire s'est serrée. Il a essayé de sauver la dignité qui lui restait. C'était une mauvaise passe, a-t-il dit. C'est tout. Les gens traversent des mauvaises passes, Camille. Ils ne jettent pas 5 ans de relation par la fenêtre pour une erreur. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je dit. Tu en as fait des centaines. En texto, en mensonge, en acte, dans des lits où tu n'étais pas censé être. Il a tressailli. On peut réparer ça, a-t-il dit désespérément. Camille, s'il te plaît. Je t'aime. Non, ai-je dit en reculant. Je ne discute pas de ça. C'est terminé. Il a cligné des yeux rapidement comme si le mot n'avait aucun sens. C'est toi qui mets fin à ça. J'accepte ce que tu as choisi, ai-je répondu. Un temps a passé. Puis il a craqué. Tu sais quoi, a-t-il craché. C'est très bien. Tu étais ennuyeuse, de toute façon. Notre relation était devenue fade depuis plus d'1 an. Chloé m'a fait me sentir vivant. Le monde est devenu silencieux. Je n'ai même pas réagi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tressailli. Je me suis juste levé du banc. Eh bien, ai-je dit calmement. Profite bien de te sentir vivant pour le restant de tes jours. Et je me suis éloigné. Derrière moi, sa voix s'est brisée, paniquée. Attends, Camille. Attends. Je ne le pensais pas, je suis juste en colère. Camille. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Le lendemain de notre confrontation au parc, je me suis réveillé avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Un silence qui ne me faisait pas peur. Un appartement calme. Pas de va-et-vient nerveux. Pas besoin de vérifier mon téléphone. Plus besoin de me demander si mon fiancé était dans le lit d'une autre. Juste moi, respirant, vivante, libérée d'un fardeau. J'ai préparé du café, je me suis assise sur mon canapé et j'ai laissé le soleil réchauffer mes jambes. C'était la première matinée depuis longtemps où je n'avais pas l'impression de me préparer à un impact imminent. Cela a duré exactement 3 heures. Puis mon téléphone a sonné. Sylvie, la mère de Mathis.
J'ai fixé l'écran pendant 10 bonnes secondes avant de répondre. Une part de moi s'attendait à des larmes, de l'inquiétude, ou même de l'incompréhension. Ce que j'ai eu à la place, c'est une voix assez tranchante pour couper la peau. Les exigences commencent. Camille, a-t-elle aboyé, sans aucune salutation. Il faut qu'on parle des acomptes du mariage. J'ai pincé l'arête de mon nez. Bonjour Sylvie. Ce n'est pas un bonjour, a-t-elle rétorqué. Ma famille a investi près de 8 000 € dans ce mariage, puisque c'est toi qui mets fin à tout ça. L'accusation était lourde dans sa voix. Nous exigeons un remboursement. J'ai cligné des yeux. Votre fils m'a trompé, ai-je dit calmement. C'est lui qui a mis fin à la relation. C'est entre vous deux, a-t-elle répondu froidement. Mais l'argent, c'est une obligation à part. J'ai laissé passer un silence. Sylvie, ai-je dit, d'une voix posée et ferme. Votre contribution était un cadeau de mariage. Légalement, les dons pour un mariage qui n'a finalement pas lieu ne sont pas sujets à remboursement. Elle a pouffé si fort que le son a grésillé dans le haut-parleur. Mon mari Laurent a déjà consulté notre avocat, a-t-elle lâché. Nous irons en justice s'il le faut. Faites ce que vous avez à faire, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Le bain de sang des prestataires. J'ai transféré la menace de Sylvie à mon ami avocat, celui-là même qui m'avait aidé avec les papiers de la maison. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, ils n'ont aucun fondement juridique. Ne leur donne pas un centime. Malgré tout, je devais gérer les prestataires. Je me suis donc assise avec mon ordinateur portable et je m'y suis préparé. Domaine, 3 500 € d'acompte. Non remboursable. Perdu. Photographe, 1 800 € payés. 900 € remboursés. La moitié. Mieux que rien. Digi, 900 €. Remboursement 0 €. Il s'est excusé, mais les affaires sont les affaires. Traiteur, 2 400 € payés. Remboursement de 720 €. 30% récupéré. Fleuriste, 2 600 € de moi, 800 € de ses parents. 0 remboursé. Au moment où j'ai terminé mes appels, ma perte financière personnelle s'élevait à environ 8 600 €. De l'argent qui n'avait absolument rien acheté d'autre qu'un billet au premier rang pour mon propre chagrin d'amour. Pourtant, je ne regrettais pas d'avoir tout annulé. Mieux vaut perdre 8 600 € que de perdre ma santé mentale pour le reste de ma vie. L'attaque de la vie une étoile. 2 jours plus tard, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Camille, m'a-t-il dit gentiment. Tu connais une certaine Sylvie? J'ai grogné. Elle a laissé un avis d'une étoile sur la page Facebook de notre entreprise, a-t-il poursuivi en tournant son écran pour me montrer. Elle prétend que tu es une arnaqueuse vindicative qui vole l'argent des familles. J'ai carrément ri. C'était ça ou hurler. Je lui ai tout raconté, de la tromperie aux menaces. Sa mâchoire s'est serrée au fur et à mesure. N'en dis pas plus, a-t-il dit. Il a ouvert la page et a supprimé l'avis devant moi. Dis-moi si elle insiste. On la bannira de la page. Il s'avérait qu'il avait divorcé une fois lui aussi. Il comprenait mieux que personne ce qu'était une belle famille déséquilibrée. Ce que Mathis racontait. Comme si la campagne de sa mère ne suffisait pas, j'ai vite découvert que Mathis propageait sa propre version des faits à nos amis communs. Selon lui, j'étais devenu distante émotionnellement. J'avais refusé de faire des efforts pour notre couple. Il avait fait une erreur et je l'avais abandonné instantanément. J'étais cruel. J'avais surréagi. 4 personnes l'ont cru. Elles ont été bloquées dans la foulée. D'autres m'ont envoyé des messages privés pour me demander ce qu'il s'était réellement passé. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas envoyé de capture d'écran. Je ne l'ai pas insulté. Je suis resté factuel. Il a trompé. Il a menti. Je suis parti. Les gens peuvent décider eux-mêmes à qui faire confiance. Spoiler, la plupart m'ont cru. L'appel qui a de nouveau tout changé. Un après-midi, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu avec prudence. Allô? Une voix de femme familière a répondu. Salut Camille. C'est Chloé. Lex. Je me suis redressé. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé.
Elle a inspiré comme si elle s'y était préparée. Écoute, je n'appelle pas pour me battre, a-t-elle dit rapidement. Je pensais juste que tu devais savoir quelque chose. J'ai attendu. Il m'a menti, à moi aussi, a-t-elle déclaré. Surtout. J'ai haussé les sourcils malgré moi. Il m'a dit que c'était pratiquement fini entre vous deux, a-t-elle continué. Que vous faisiez un break d'un commun accord, que ça se passait mal depuis des mois, qu'il ne t'aimait plus. J'ai pensé. Je ne sais pas. J'ai cru que c'était fini. Je n'ai rien dit. Puis elle a ajouté amèrement, il a essayé d'emménager chez moi. Ma mâchoire s'est décrochée. Quoi? Il a débarqué avec un sac de sport, a-t-elle dit. Je lui ai dit que c'était hors de question. Il a pété un plomb et s'est mis à hurler. Je l'ai bloqué partout après ça. Elle a fait une pause, puis a soupiré. Écoute, je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Mais je ne savais pas qu'il nous mentait à toutes les deux. J'ai expiré lentement. Ça, au moins, je le croyais. Tu peux m'envoyer les captures d'écran, ai-je demandé doucement. Elle n'a même pas hésité. C'est déjà fait, a-t-elle dit. Vérifie tes mails. Je l'ai fait. Elles étaient là. Mathis lui disant qu'il n'était pas sûr de vouloir m'épouser. Lui disant qu'il avait toujours regretté de l'avoir laissé partir. Lui disant qu'elle le comprenait mieux que je ne l'avais jamais fait. Lui disant qu'il se sentait vivant avec elle. Lui disant qu'il avait besoin d'une dernière nuit pour réfléchir. Des centaines de messages, des semaines de tromperie. J'ai tout sauvegardé. Pas pour le punir. Juste pour me rappeler que je n'étais pas folle. Le dernier coup de Sylvie. Ce soir-là, juste après le dîner, mon téléphone a encore vibré. Un nouveau message vocal. Sylvie. Sa voix était stridente de rage. Tu as détruit la vie de mon fils. Tu es sans cœur. Le karma te rattrapera, Camille. Tu vas voir. J'ai écouté tout le message sans aucune émotion. Puis je l'ai sauvegardé, car j'avais le pressentiment d'en avoir besoin plus tard. Mathis ne le savait pas encore, mais sa chute ne faisait que commencer. La mienne? La mienne commençait tout juste à se stabiliser. Pour la première fois depuis des années, je ne me noyais pas dans le chaos de quelqu'un d'autre. J'apprenais à quel point ma vie pouvait être paisible sans quelqu'un qui allumait constamment des incendies dans mon dos. Et je n'avais pas fini de me protéger. Loin de là. 4 semaines se sont écoulées. 4 semaines sans Mathis dans ma maison, dans mon lit, dans ma vie. 4 semaines à redécouvrir à quoi ressemble vraiment la paix. 4 semaines de zéro chaos, zéro mensonge, zéro gymnastique mentale pour justifier le comportement de quelqu'un d'autre. Puis, par un mardi matin banal, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Mathis. Ok, je t'ai laissé assez de temps pour te calmer. Je suis prêt à faire des efforts pour notre couple maintenant. Quand est-ce que je peux venir récupérer ma clé? J'ai fixé le message pendant une bonne minute, essayant d'assimiler son audace absolue. Il m'avait laissé assez de temps, comme si c'était sa décision. Comme s'il m'avait généreusement accordé de l'espace pour réfléchir. Comme s'il n'avait pas fait exploser toute notre relation en me trompant avec son ex et en me mentant pendant des semaines. Un long soupir, presque amusé, s'est échappé de mes poumons. Cet homme croyait sincèrement qu'il pouvait planifier mon pardon comme on prend rendez-vous chez le dentiste. J'ai tapé ma réponse avec soin, chaque mot pesé. Moi, tu n'as plus de clé. Je fréquente déjà quelqu'un d'autre. Bonne chance pour la suite. La dernière partie n'était pas tout à fait vraie. J'avais rencontré Hugo à la salle de sport, d'accord, mais dire que je fréquentais quelqu'un était exagéré. Mais je voulais que Mathis ressente la même piqûre que j'avais ressentie en voyant sa story Instagram. Je voulais qu'il sache ce que ça fait d'être remplacé avant même de se rendre compte qu'on est en train de perdre quelqu'un. La réaction fut immédiate. Mon téléphone a sonné 10 secondes plus tard. J'ai rejeté l'appel. Il a rappelé. Rejeté. Une 3e fois. Rejeté. Au cours des 2 heures suivantes, il a appelé 23 fois. Puis les SMS ont commencé. De longs paragraphes frénétiques envoyés depuis des numéros que je ne connaissais pas. Tu ne peux pas me faire ça. On avait juste besoin de parler. Tu es cruel exprès.
Comment oses-tu tourner la page si vite? Je mérite une discussion. Je mérite de pouvoir tourner la page. Tu me dois au moins ça. Je bloquais chaque numéro à la seconde où il apparaissait. Puis il a commencé à appeler depuis son téléphone pro, celui de sa mère, celui de son frère Lucas. Lucas m'a envoyé un texto juste après, il m'a volé mon téléphone. Bloque-le aussi. Des numéros masqués au hasard. C'était un carrousel désespéré de folie. À chaque fois que j'en bloquais un autre surgissait. À 21h, des coups ont retenti sur la porte de mon appartement. Fort, violent, comme si quelqu'un essayait de l'enfoncer. J'ai regardé par le Judas. Mathis, l'air complètement déséquilibré, les cheveux en bataille, les yeux rouges, la poitrine haletante. Comme s'il avait traversé la ville en courant, carburant à la panique et à l'illusion. Il s'est mis à hurler à travers la porte. « Camille! Je sais que tu es là. Ouvre cette porte. » Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Je me suis contenté de l'observer à travers le Judas pendant qu'il perdait les pédales. « Tu crois que tu peux me remplacer » hurlait-il. « Tu crois que tu peux jeter 5 ans à la poubelle ?» Il a donné un coup de pied dans la porte, laissant une trace d'éraflure. Je n'ai pas scié. Tu me dois une explication. Encore des coups. Ouvre la porte. J'ai bu une gorgée d'eau en l'écoutant. Un autre coup de pied, un autre cri. Puis, finalement, il a déguerpi, s'engouffrant dans la cage d'escalier avec des bruits de pas lourds et furieux. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Fini les textos, fini les appels, fini les coups dans la porte, fini l'accès à ma vie. J'allais régler ça par la voie légale. L'ordonnance de protection. Le lendemain matin, je suis allé directement au commissariat, puis au tribunal. J'avais apporté des captures d'écran de ces SMS, mon historique d'appel, la vidéo de la caméra de ma sonnette, le message vocal agressif de Sylvie, et une chronologie écrite de tout ce qui s'était passé. Le juge n'a pas hésité. Elle a accordé une injonction d'éloignement temporaire avec effet immédiat. Mathis en serait notifié dans les jours qui suivaient. En sortant du palais de justice, je me suis arrêté chez des bijoutiers avec ma bague de fiançailles. C'était étrange de remettre quelque chose qui symbolisait autrefois l'avenir que je croyais construire. J'ai fait 4 boutiques. La première m'en a offert 3200 €. La deuxième 400 €, mais seulement en bon d'achat. La troisième a dit que la bague avait une usure sentimentale, peu importe ce que ça veut dire. Le quatrième, un homme aux cheveux argentés et au regard doux, a écouté ma brève explication, a hoché la tête et a dit doucement « J'ai traversé la même chose. » Il m'a offert 500 €. J'ai accepté. Quand je suis ressorti au soleil, l'absence de cette bague ressemblait plus à de la liberté qu'à une perte. La descente aux enfers de Mathis. Quelques jours plus tard, Lucas m'a envoyé un message, il a été viré. Trop d'absence, mauvaise attitude, il est dans un sale état. Puis, il a essayé de se pointer chez Chloé à nouveau. Elle l'a bloqué de partout. Puis, il vit chez mes parents maintenant. Ma mère lui fait payer 600 € de loyer, elle devient folle. Et ensuite, il a dit à maman que tu avais ruiné sa vie. Elle n'arrête pas de hurler. J'ai soupiré. Les gens ne ruinent pas des vies. Leur propre choix s'en charge. L'audience, deuxième round. 4 jours plus tard, j'ai reçu un mail du tribunal. Audience prévue pour violation de l'injonction d'éloignement. Mathis avait violé l'ordonnance temporaire en venant frapper à ma porte. Cette audience déterminerait les conséquences et déciderait si l'ordonnance serait prolongée. Le matin du procès, j'étais assise dans le couloir, attendant qu'on appelle mon nom. Mathis est arrivé en boitant avec une attelle au genou et un ego meurtri. Sylvie voltait autour de lui comme un colibri en colère, prête à poignarder quelqu'un avec son bec. Quand ça a été notre tour, la juge a regardé les images de la vidéosurveillance. Mathis frappant à ma porte, donnant des coups de pied, hurlant, violant l'ordre dans les 24 heures suivant son émission. « Tu fréquentes déjà quelqu'un d'autre. Ouvre la porte. » La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. La juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a essayé de prétendre qu'il voulait juste comprendre. Il a essayé de prétendre que je l'avais bousculé lors de l'incident précédent. La juge n'avait même pas encore vu cette vidéo-là.
Mon avocat en a diffusé chaque seconde, Mathis qui se jette vers mon entrée, qui manque son coup, qui glisse sur le seuil et s'étale, et moi qui me tiens bien à l'écart. Les sourcils de la juge se sont tellement levés qu'ils ont failli quitter son front. Sylvie a explosé, tout ça, c'est de sa faute. Mon fils est la vraie victime. La juge a frappé avec son marteau. Encore un scandale, madame, et je vous fais arrêter pour outrage à magistrat. Sylvie s'est tue. La juge s'est tournée vers nous. Ordonnance d'éloignement prolongée de 2 ans. Distance minimale de 150 mètres. Amende obligatoire pour violation de l'injonction. Le visage de Mathis s'est froissé comme du papier mouillé. Sylvie avait l'air prête à se battre avec les courants d'air. Je suis sorti sans un regard pour eux. Ma vie n'était pas en train de s'écrouler. La leur, si. Mon nouvel appartement. Cette même semaine, le remboursement de l'apport pour la maison est arrivé sur mon compte. Les 52 000 € en entier. J'ai fixé ce nombre sur l'application de ma banque et j'ai poussé un profond soupir tremblant. Un mélange de soulagement, de libération et de quelque chose qui ressemblait à une victoire. J'ai visité quelques appartements abordables. Un grand étroit calme, près de mon travail, a attiré mon attention. Simple, lumineux, sécurisé. À moi. Quand j'ai signé les papiers finaux chez le notaire, l'agent immobilier m'a félicité. Les mensualités de mon prêt étaient de 280 € de moins que ce que je payais en loyer auparavant. Je l'ai meublé petit à petit. Un nouveau canapé, une nouvelle télé, des plantes en espérant ne pas les tuer. Des plaids doux, des tapis propres, de l'art qui s'accordait vraiment ensemble. Ce n'était plus notre espace. C'était mon espace. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais entière. Hugo. Un mois plus tard, j'ai recroisé Hugo à la salle de sport. Nous avons commencé à discuter, puis à prendre un café, puis à sortir ensemble. Rien de lourd, rien de précipité. Juste une compagnie douce et facile. Il ne me demandait pas de travail émotionnel, n'exigeait pas d'attention, ne m'obligeait pas à me demander s'il me respectait. C'était nouveau, sain, calme. J'aimais bien ça. Mathis, en revanche, ne faisait pas dans le calme. Loin de là. Et l'univers n'avait pas fini de me choquer. Car la fois suivante où Mathis a débarqué à ma porte, ce n'était pas pour parler. C'était pour imploser. Chez moi, ses conséquences. Fin août. Une matinée douce, des couloirs silencieux, un café frais entre les mains. Mon appartement commençait enfin à ressembler à un foyer. Le genre d'endroit où rien de mal ne pouvait m'atteindre, à moins que je ne l'invite à entrer. Ma routine était simple, réveil, sport, travail, maison, tranquillité. Parfois, Hugo et moi allions prendre un smoothie après l'entraînement. Parfois, je passais tout mon dimanche en pyjama à ne rien faire d'autre que des machines et de la mauvaise télé. C'était normal, sain, apaisant. C'est pourquoi le bruit de quelqu'un frappant à ma porte ce matin-là a sonné faux dès qu'il a résonné dans le couloir. Je n'attendais personne. Hugo ne venait pas. Julien habite à l'autre bout de la ville. Lucas m'envoyait des messages quand il avait besoin de quelque chose. Personne ne débarquait à l'improviste. J'ai marché silencieusement jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon estomac s'est serré. Mathis. Dans le couloir. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme qui avait choisi une bague de fiançailles avec moi. Cette version de lui avait l'air plus mince, pâle, épuisé. Mal rasé, les cheveux en bataille, le regard fou et fuyant. Il portait un jogging et un t-shirt trop grand taché par ce qui ressemblait bizarrement à son dîner de la veille. Il avait l'air de quelqu'un qui avait tout perdu et qui continuait de creuser. J'ai pris une cuillerée de mon bol de céréales glacées que j'étais en train de manger quand on a frappé, et j'ai ouvert la porte tout en mâchant. Il a cligné des yeux, stupéfait. Camille, a-t-il soufflé, la voix brisée. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. J'ai levé un doigt en mâchant, j'ai avalé, puis j'ai dit du ton le plus neutre du monde, qu'est-ce qu'il y a? Son expression est passée instantanément d'un chagrin brisé à une incrédulité offensée. C'est tout ce que tu as à me dire, a-t-il bégayé. J'essaie de te joindre depuis des mois. Je t'ai bloqué pendant des mois, ai-je corrigé. Tu n'étais pas censé me joindre.
Sa mâchoire s'est crispée. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie, a-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis. Chloé ne veut même plus me regarder. Je suis coincé chez mes parents. Ma mère me fait payer un loyer. Je pense à toi tous les jours. J'ai repris une bouchée de céréales. Il m'a fixé comme si je venais de le gifler. C'est dur, ai-je dit sans aucune émotion. La vie te rattrape vite. Tu es répugnante, a-t-il craché. C'est vraiment tout ce que tu as à me dire? Bah, oui, ai-je répondu. Tu as fait exploser ta propre vie. Je ne fais que regarder les retombées de loin. Sa voix est montée d'un cran. Je suis venu ici pour m'excuser. Pour te dire que j'avais tort. Pour voir si on pouvait peut-être. Non, les jeux coupés. On ne peut pas. Il a cligné des yeux à toute vitesse. T'es passé à autre chose. Comme ça. C'est réglé. J'ai haussé les épaules. Ouais, à peu près. Son visage est devenu rouge pivoine. C'est qui, a-t-il soudainement exigé. Il est là? Il est dans ton appartement en ce moment? J'ai haussé un sourcil. Ça n'a pas d'importance. Si, ça a de l'importance. Non, ai-je dit froidement. Vraiment pas. Il s'est approché, désespéré maintenant. C'est pas juste, Camille. J'ai détruit toute ma vie pour toi. Je l'ai dévisagé. Non, ai-je dit calmement. Tu as détruit ta vie en trompant. Je n'étais qu'un dégât collatéral. Il a poussé un son étranglé. Mi-grognement, mi-sanglot. Et là, il a pété un câble. La tentative de passage en force. Un instant, il se tenait dans le couloir. L'instant d'après, il s'est jeté en avant, poussant son épaule contre la porte pour essayer de forcer l'entrée. J'ai reculé par instinct, mon bol de céréales renversant du lait sur ma main. Il a trébuché vers l'avant à travers l'embrasure de la porte, déséquilibré. Sors de là, ai-je dit sèchement. Non, a-t-il hurlé, les yeux fous. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. Il a balancé le bras dans un arc de cercle maladroit et colérique en direction de ma poitrine. J'ai fait un pas de côté sans effort. Il a tapé dans le vide. Son élan l'a emporté vers l'avant, et son pied s'est pris dans la barre de seuil surélevée de mon entrée. Tout s'est passé dans un ralenti douloureux. Ses bras qui moulinent. Son visage passant de la rage à la surprise. Son corps basculant en avant sans rien à quoi se raccrocher. Puis, le craquement. Son genou a heurté le carrelage en premier avec un bruit écœurant, puis ses mains, puis son visage. Il a hurlé, a roulé sur le côté et a agrippé son genou. Du sang a commencé à couler de son nez, s'éclaboussant sur mon sol. J'ai posé calmement mon bol de céréales sur le comptoir de la cuisine. Ça va aller, ai-je demandé. Mon genou, gémissait-il. Oh mon Dieu, mon genou. Ouais, ai-je dit. Ça a l'air méchant. Tu veux que j'appelle les pompiers ou? Il m'a regardé, le sentiment de trahison dans les yeux. C'est toi qui as fait ça. J'ai levé les deux sourcils. Techniquement, tu as trébuché tout seul. J'étais juste planté là. Il a hurlé de nouveau. Mon voisin de palier, Antoine, un comptable d'âge mûr qui paie toujours son loyer en avance, a ouvert sa porte. Il a jeté un œil à Mathis sur mon sol et a dit, bon sang. Tout va bien? Il est tombé, ai-je dit de façon détendue. Il aura peut-être besoin du SAMU. Antoine a évalué la situation et a hoché la tête. Allez, j'appelle le 15, a-t-il dit en retournant dans son appartement. Mathis continuait de pleurer. De gros sanglots brouillons et dramatiques, mais il n'arrivait pas à se lever. À chaque fois qu'il essayait de mettre du poids sur sa jambe, il s'effondrait. Tu es un monstre, a-t-il craché entre deux sanglots. Regarde ce que tu m'as fait. Je lui ai jeté une poignée d'essuie-tout. Pour ton nez. Il m'a foudroyé du regard comme si je lui avais jeté de l'acide. Les pompiers. 12 minutes plus tard, les secours sont arrivés. Ils ont jeté un œil à Mathis, puis un autre aux images de la caméra de ma sonnette, que je leur ai montré sans hésiter. Mathis qui se jette en avant, Mathis qui essaie de forcer le passage, Mathis qui trébuche sur rien d'autre que ses propres mauvaises décisions.
L'un des secouristes a dû détourner le regard pour cacher son rire. L'autre lui a donné un coup de coude. Ils l'ont attaché sur un brancard pendant qu'il hurlait qu'il avait été poussé. Le secouriste lui a répondu avec calme, « Monsieur, la vidéo montre clairement que vous êtes tombé tout seul. » J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais non. Même pas un peu. Quand ils l'ont emmené sur son brancard, mon voisin a repassé la tête par la porte. « Tout va bien, Camille ?» Mieux que lui, ai-je répondu. Il a pouffé et a refermé sa porte. Le rapport de police. Après le petit rire nerveux avec les pompiers, j'ai nettoyé le sang sur mon carrelage, j'ai fini mes céréales et j'ai appelé la police. J'ai signalé la violation de l'ordonnance d'éloignement et la tentative d'intrusion. J'ai fourni les vidéos. L'officier m'a remercié pour ma rigueur. Apparemment, ce genre d'affaire manque souvent de preuves. Pas la mienne. Audience au tribunal, le retour. 3 jours plus tard, texto de Lucas, date du tribunal fixé pour la violation. Aussi, il s'est déchiré le ménisque. Il doit se faire opérer. Évidemment, ma mère te rejette la faute. Prépare-toi, elle est bouillante. Le jour de l'audience, le tribunal ressemblait à une mauvaise sitcom. Mathis en béquille, le nez contusionné, le genou bandé. Sylvie qui bouillonnait à côté de lui comme une cocotte minute sur le point d'exploser. Laurent, son père, qui avait l'air de regretter toutes les décisions de sa vie l'ayant conduit ici. Quand la juge lui a demandé pourquoi il avait violé l'ordonnance, Mathis a répondu « J'avais juste besoin de comprendre pour tourner la page ». Mon avocat a diffusé la vidéo. L'expression de la juge est passée de neutre, à agacé, à blasé. C'est là que Sylvie a explosé. Elle a ruiné la vie de mon fils. Madame a prévenu la juge. C'est lui la vraie victime. Madame. Elle lui a fait un croche-pied. Dernier avertissement. Tout ça, c'est de sa faute. Bam. Le marteau a claqué comme un coup de tonnerre. Madame. Vous êtes à une syllabe de l'outrage à magistrat. Elle s'est pétrifiée. La juge s'est tournée vers Mathis. Ordonnance d'éloignement prolongée d'1 année supplémentaire. Amende pour violation. Inscrit au casier. Affaire classée. Je suis sorti de la salle d'audience aussi sereine qu'un lac au lever du soleil. Derrière moi, j'entendais Sylvie chuchoter rageusement, « C'est de sa faute. C'est de sa faute. » Non, Sylvie. C'était la sienne. De A à Z. La paix préservée. De retour dans mon appartement ce soir-là, j'ai allumé une bougie, je me suis pelotonné sur mon canapé et j'ai laissé le calme m'envelopper comme une couverture chaude. Mon téléphone a vibré. Hugo, on dîne ensemble ce soir? C'est moi qui invite. J'ai souri et j'ai répondu, avec plaisir. Ce soir-là, en quittant mon appartement et en fermant la porte à clé derrière moi, une pensée m'a traversé l'esprit. Je n'avais pas seulement esquivé une balle. J'avais esquivé une bombe nucléaire. Il a gardé sa chambre d'enfant chez ses parents. Moi, j'ai gardé ma paix intérieure. Et très honnêtement, j'ai l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle.